FM, Nana FM, 95.5 Nana FM. Vous écoutez Nana FM, il sonne 7h17 à Lomé. Mesdames et messieurs, bonjour et merci pour votre fidélité constamment renouvelée à la plus belle des radios. Nous vous souhaitons la bienvenue dans le débat de Nana FM en ce matin du vendredi 1er juin 2018. Depuis le début de la contestation populaire initiée par le PNP, puis la coalition des 14 en août dernier, plusieurs sont ceux qui ont appelé de tous leurs vœux une troisième voie, une solution médiane pour tenter de rapprocher les deux positions, rapprocher le retour à la constitution de 1992 du référendum, rapprocher la démission immédiate du président de la République à la virginité constituelle du champion du parti UNIR. Seulement, tous ceux qui ont tenté de se mettre dans la posture de cette troisième voie sont systématiquement catégorisés et l'interrogation qui est la nôtre ce matin est la suivante. Pour mettre fin au malentendu entre les organisations, toutes nos excuses, je vais y arriver. L'interrogation qui est la nôtre ce matin est la suivante. Un petit souci d'aiguillage, je vais m'y retrouver, voilà, j'y suis. Pour une solution pacifique à la crise au Togo, quelle troisième voie saura se montrer crédible? Pour une solution pacifique à la crise au Togo, quelle troisième voie saura se montrer crédible? Et pour en parler avec moi dans ce studio, Djeri Tama, il est le président du NET, l'un des partis du regroupement des centristes, le nouvel engagement togolais. Bonjour Monsieur Tama. Bonjour. Ce débat se fera également avec vous les Togolais qui pouvez réagir dès maintenant via la page Facebook de Nana FM et dans une vingtaine de minutes par téléphone sur le 22 52 47 79 ou le 91 09 71 71 ou encore le 96 61 58 58. Avec Nestor Glo à la mise en onde, je m'appelle Antoine Afanou. Pour une solution pacifique à la crise au Togo, quelle troisième voie saura se montrer crédible? C'est le thème du jour. Alors encore une fois, toutes nos excuses pour ce petit chamboulement au niveau du sujet du jour. Maintenant, je pense que vous y voyez un peu plus clair. Le sujet du jour est pour une solution pacifique à la crise au Togo. Quelle troisième voie saura se montrer crédible? Et comme annoncé, nous sommes avec Djeri Tama, président du NET. Avant d'arriver à ce sujet, Djeri Tama, je sais que vous êtes un supporter du FC Barcelone, le club espagnol, adversaire historique du Real de Madrid. Nous en parlons parce que hier, Zinedine Zidane, contre toute attente, après avoir gagné 3 Ligues des Champions successivement, a décidé de rendre le tablier. Est-ce que vous avez été également surpris par cette décision? Oui, surpris parce que vous savez, la nature humaine a tendance à s'ancrer dans les flatteries et dans le positif. Je pense que Monsieur Zidane était vraiment au firmament. Il était au top du niveau qu'un entraîneur peut atteindre. Gagner 3 Ligues des Champions en 2 ans et demi, c'est quelque chose qui se fait rarement par un entraîneur. Il est le premier à l'avoir fait. Voilà, et on pourrait plus s'attendre à ce que qu'il tente soit une quatrième Ligue des Champions ou à la limite qu'il se maintienne à ce niveau-là. Et donc je crois que dire qu'on n'est pas surpris serait faire preuve d'hypocrisie, mais qu'on le comprenne aussi est une chose. Je crois que la meilleure façon de garder un beau souvenir, c'est de partir quand on est encore aimé par l'ensemble. Et il est des moments où il faut savoir partir. Je pense que M. Zidane l'a parfaitement compris. Et son acte a salué aujourd'hui par toute la planète foot. Et même je si crois certains que sont déçus. Ben oui, mais bon, il n'en reste pas moins qu'il garde. Il va conserver dans nos cœurs d'un adversaire. Et en tant que, comme vous l'avez dit au départ, supporter du Barça, mais il va garder quand même dans l'esprit de tout le monde une image impérissable, d'abord en tant que joueur et ensuite en tant qu'entraîneur. Je pense qu'il y a des moments où il faut savoir partir et quand on a fait certains mandats, 3,
après 3 mandats, c'est toujours bien de partir. Alors, vous parlez de mandat justement parce que sur les réseaux sociaux, ils ne sont pas encore très nombreux, mais certains ont fait le rapprochement. Zinedine Zidane a décidé de partir après 3 mandats. L'actuel président du Togo devrait faire de même. Est-ce que vous comprenez ce rapprochement? Bon, maintenant, après, vous savez, le foot et les fonctions d'un entraîneur n'ont rien à voir avec ceux d'un président de la République. Un entraîneur est choisi, parfois acheté, alors qu'un président de la République est normalement élu. Et l'entraîneur n'a pas de limitation de mandat, alors que le président peut éventuellement en avoir. Donc, ce qui fait que, non, c'est différent. Maintenant, par contre, la seule chose qu'il faudrait que, pour ceux qui essaient de faire ce parallèle-là, doivent savoir, c'est que, au commencement, est la volonté de l'individu. Si Zidane avait voulu rester, peut-être que s'il faisait de mauvais résultats l'année prochaine, on aurait pu le faire partir. Mais c'est complètement différent de la fonction présidentielle dans nos pays qui est plutôt régi par un certain nombre de réglementations, et dont celle la plus importante est la limitation du nombre de mandats. Est-ce que cela confirme cette tendance dont davantage de personnes parlent, c'est-à-dire que le monde se dirige globalement vers l'alternance, c'est-à-dire ne pas trop se pérenniser à une quelconque fonction que ce soit? Oui, mais écoutez, quand on prend aujourd'hui les réseaux sociaux, les choses vont très vite. Nous vivons dans le siècle de l'accélération. Donc il est évident que 5 ans, quand vous prenez les événements qui se passent, 5 ans, c'est énormément de choses qui se passent. 5 ans renouvelables une fois en 10 ans. Vous arrivez dans certaines villes, vous ne les reconnaissez pas en 10 ans. Il y a de grands changements. Il y a de grands changements. Donc il est évident que le monde aspirant à plus de vitesse, à plus de modifications, à plus de changements, il est tout à fait normal qu'aujourd'hui on puisse envisager rapidement un changement au niveau des élites, d'autant plus qu'il y a une précocité au niveau des jeunes aujourd'hui. Les gens à 20 ans ont déjà la maîtrise ou bien le master, alors qu'à l'époque il fallait atteindre 25-26 ans pour avoir donc les choses vont très vite. Il y a les gens grandissent très tôt. Et donc, du coup, il y a un besoin, une nécessité de renouvellement des élites, à commencer par la plus prestigieuse, qui est celle du poste de président de la République. Alors nous allons encore aborder un autre sujet également au cœur de l'actualité depuis quelques semaines, c'est la présence des militaires à certains endroits de la ville et ainsi jusqu'au nord du pays. Vous, en tant qu'un ancien militaire, est-ce que ces critiques qui fusent d'un peu partout accusant le régime de militariser le pays, qu'est-ce que cela vous fait ? Non, écoutez, maintenant, vous savez, il y a quelque chose dans la vie d'un gouvernement ou bien d'un exécutif qu'on appelle le service de renseignement, qui peut avoir des informations qui échappent à la masse en général. Mais une question qu'il faut se poser, est-ce que ça entrave la libre circulation des personnes et des biens? Non. Donc pour le moment, personnellement, parfois c'est vrai que je suis surpris de voir certains militaires à des postes névralgiques, mais au même moment, c'est ce que je dis, c'est-à-dire que le service de renseignement peut avoir des informations. Et comme vous le savez aujourd'hui, la plus grande menace, c'est les terroristes. Donc je ne me vois pas, s'il n'y a pas une entrave à ma circulation, et même si éventuellement il doit y avoir une entrave, expliquer, raisonner, je ne vois pas pourquoi est-ce que je commencerai à m'apitoyer sur mon sort, d'autant plus que ces derniers temps on s'est rendu compte que plusieurs formations politiques ont fait des meetings à travers la ville de Lomé. Il y en a qui sont prévus encore ce week-end, et que ça n'a pas empêché les partis politiques et les associations de faire leur activité. C'est vrai que pour moi qui ai été un ancien militaire, c'est vrai que la présence des militaires parfois produit l'effet contraire à la raison pour laquelle on les déploie. C'est-à-dire que les militaires devaient plutôt rassurer la population qui doit se dire que s'il y a un problème, on sait que les gens sont là. Les militaires, leur présence devrait plutôt rassurer. Voilà, mais maintenant, là aussi, c'est que parfois, il y a une faiblesse de communication au niveau du gouvernement. C'est-à-dire que normalement, un déploiement de cette nature, de cette ampleur, devait faire l'objet soit d'une conférence de presse ou au moins d'un point de presse qui explique la raison pour laquelle on déploie, pour que les citoyens soient plus rassurés. Parce que quand vous voyez des gens comme ça, vous dites ou bien quelque chose va se passer, et donc ça crée une psychose au sein de la population. Je pense que c'est l'une des reproches qu'on a de façon sempiternelle contre le gouvernement. Il ne communique pas assez, il ne rassure pas assez, il n'informe pas assez, et parfois ça produit des effets malencontreux comme celui-là.
Alors, le net, avec les centristes, a formulé des propositions pour une sortie de crise au Togo. Vous l'avez souvent revendiqué, vous voulez être cette troisième voie qui soit un peu au milieu de la coalition et du parti au pouvoir, puisque visiblement les deux positions ne sont pas conciliables. Que proposez-vous concrètement avant qu'on ne passe un peu à l'analyse et qu'on comprenne ce pourquoi les critiques à l'encontre de ce genre de position continuent? Quelles sont concrètement les propositions que vous vous faites aujourd'hui pour une sortie de crise au Togo? D'abord, il faut préciser que la naissance des centristes ou bien du groupe des centristes est d'origine, on va dire, liée à la crise. Okay? Donc, c'est pas structurel, c'est beaucoup plus conjoncturel. Donc, c'est du fait de la crise qui dure maintenant de bientôt une année. Hein, vous savez, nous sommes déjà au mois de juin. Bientôt, on va se retrouver à 12 mois de crise. Et donc, c'est parce que au départ, quand les protagonistes ont décidé qu'ils allaient se retrouver eux seuls au dialogue, ben, nous avons, nous au niveau du net, même félicité la mise en place de ce dialogue, d'autant plus que déjà depuis octobre 2017, nous appelions au dialogue et on nous traitait une fois encore de béquilles du pouvoir. Mais donc, si aujourd'hui nous faisons des propositions, c'est parce qu'il y a un blocage et que toutes les tentatives, les 3 discussions qui ont eu lors du dialogue, les rapports qui nous sont parvenus, font aujourd'hui état d'un réel blocage. La preuve, c'est que depuis le 23 février, nous sommes maintenant, ça fait bientôt 3 mois, même 4 mois bientôt, en réalité, rien ne bouge à ce niveau-là. Donc, est-ce qu'on laisse la situation s'enliser ou alors on essaie de faire des propositions? Nous, les centristes, on a décidé de faire des propositions. Et quelles sont nos propositions? On a trois séries de propositions. La première proposition, c'est celle qui concerne les réformes constitutionnelles. Nous disons que l'année 2018 doit être celle des réformes constitutionnelles. Qu'on ne peut plus se permettre cette année encore se retrouver en 2019 sans avoir fait les réformes comme on l'a fait en 2014 où chacun peut renvoyer la responsabilité sur l'autre en disant c'est à cause de X, Y, Z qu'on n'a pas fait les réformes. Donc il faut faire les réformes cette année. Et pour faire les réformes, quel est l'idéal? C'est de pouvoir les faire à l'Assemblée nationale en obtenant donc les 4/5, soit 13 députés. Aujourd'hui, aucun des deux blocs majoritaires n'ont cette majorité qualifiée pour faire la réforme sans l'autre. Donc, de préférence, vous souhaiteriez que cela se fasse à l'Assemblée. À l'Assemblée. Un peu comme la PED également, qui propose que les réformes se fassent à l'Assemblée. Dans l'idéal, nous souhaitons que la réforme se fasse à l'Assemblée. Maintenant, si par hasard, hypothèse numéro 1, les acteurs n'arrivent pas à s'entendre, ou hypothèse numéro 2, une des formations ou bien un des blocs décide d'utiliser son utilité à l'Assemblée comme un moyen de blocage, en ce moment-là, nous ne verrons pas d'un mauvais œil l'hypothèse que un référendum se fasse, parce qu'à poser sur une balance les non-réformes en 2018 et les réformes en passant par le référendum, nous préférons encore mieux qu'on fasse les réformes, pas le référendum, qu'on ne les fasse plus. Qu'on ne le fasse pas, parce que nous ne pouvons pas continuer à être le seul pays de la sous-région où il n'y a pas de limitation de mandat, où il n'y a pas d'élection de tour, où il n'y a pas des institutions qui fonctionnent suffisamment. Donc les réformes pour vous, c'est la limitation du mandat à 5 ans? Non, les réformes, vous savez, au niveau de groupe des centristes, nous avons au moins 25 articles que nous proposons modifier. En ce qui concerne le mandat présidentiel, qu'est-ce que vous recommandez? Le mandat présidentiel, il faut absolument d'abord lui mettre une limite. À combien? Une limitation de mandat, 2 mandats maximum. C'est-à-dire que la limitation de mandat est à 2 mandats maximum, comme c'était lors de la Constitution de 92. 5 ans renouvelables une fois. Avec la mention en aucun cas, parce que c'est ce que propose la PED. La mention en aucun cas, en réalité, ne pose aucun problème, puisque en 93, nous avions dans la Constitution, en aucun cas, et il y a des gens qui avaient déjà fait 25 ans, c'est présenté. Donc, moi, quand je vois les gens dire, ouais, mais en aucun cas n'a pas présenté de problème en 93. Donc, pour vous, en matière de réforme, on peut préserver cette phrase? Bien sûr, on peut préserver la phrase pour le futur. Pour dire, déjà en disant le mandat limité est renouvelable une fois, déjà, il y a cette limitation-là. Ça veut dire que personne ne fait... Vous considérez cela comme un acquis? Voilà. Maintenant, ce n'est qu'une précision davantage en dire en aucun cas, par exemple, dans une situation de coup d'État, ainsi de suite, en aucun cas, nul ne peut faire plus de 2 mandats. Ça veut dire que, comme ça s'est passé au Burundi, avec le coup d'État, Nkurunziza à l'époque avait dit non, le premier mandat, c'était un mandat pour la paix, donc ça ne compte pas. Donc après, on fait les élections. C'est ça pour confirmer. Mais
Il faut qu'on arrête de dire, si vous mettez en aucun cas, ça veut dire que... Faure Gnassingbé n'y va pas. Non, il faut arrêter de personnaliser. C'est peut-être pour cela que l'APED invite le chef de l'État à prendre lui-même volontairement la décision de ne plus se présenter. Aujourd'hui, on parlait tout à l'heure de Zidane, c'est un choix personnel. Mais il n'y a absolument rien qui l'oblige. Il peut dire, bah, écoutez, bon, moi je pense qu'il a fait 15 ans à la tête du pays, je vais laisser ça à quelqu'un d'autre. Ou il peut dire, bah, écoutez, moi je pense que je n'ai pas fini ma mission. Maintenant, c'est à nous, acteurs politiques de l'opposition, d'aller sensibiliser les populations. Ça s'est passé au Sénégal avec Abdoulaye Wade. D'aller sensibiliser les populations, d'aller les informer, d'aller les motiver. Vous faites déjà ce travail? Ben, nous le faisons, mais nous le faisons à une échelle qui n'est pas suffisante aujourd'hui parce que notre formation n'a pas les ressources nécessaires pour couvrir de façon importante l'ensemble du pays. Nous ne sommes jamais abrités derrière de faux fuyants. Et qu'est-ce que vous dites aux populations? Aujourd'hui, il faut dire deux choses aux populations. Vous savez, nous on a été aux élections de 2013 et 2015. Les élections se jouent souvent par la non-présence effective des leaders, des militants de l'opposition dans les bureaux de vote. Quand on dit non-présence effective, c'est que vous avez des gens qui sont supposés être de l'opposition mais qui ne le sont pas. La plupart du temps, ils ne sont pas connus par les partis politiques. Moi, je peux vous dire, il y a de cela 2 semaines, je suis allé dans une préfecture dont je tairai le nom. Je suis allé dans un village un peu perdu quelque part pour rencontrer, puisque nous, on a des personnes qu'on a désignées pour les CLC. Et je peux vous dire que au moins sur 10 personnes, il y avait au moins 5 qui ne connaissaient pas le net, qui ne connaissaient même pas la définition du net, mais qui étaient chargés de nous représenter dans les CLC. Si on ne fait pas le travail pour aller leur dire, ben non, écoutez, vous êtes pour ce parti-là, parce que, ben, comme on n'a pas le don d'ubiquité, c'est que, ben, on fait ça descend, ça va des fédérations, du bureau national aux fédérations préfectorales, aux fédérations cantonales, et ensuite dans les villages. Mais c'est pas tout le temps que l'information passe suffisamment pour que les gens sachent pourquoi ils sont là. Pourquoi ils vont aux élections, pourquoi ils vont dans les bureaux de vote. Et donc, quand vous n'avez pas des représentants, des gens qui ont la sensibilité politique, qui ont les convictions politiques dans les bureaux de vote, en ce moment-là, vous vous retrouvez avec des PV qui sont complètement fantaisistes, mais dont personne n'a la capacité de prouver qu'ils sont faux, puisqu'ils ont été signés par l'ensemble des acteurs. Alors, donc, en résumé, au niveau des centristes, fort candidat en 2020 ou pas, il faudrait que l'opposition se prépare de façon stratégique. Pour nous, comme je l'ai dit, 3 niveaux. Le premier, il faut faire des réformes. Assainir, d'abord conserver les avancées en termes de droits de l'homme de la Constitution de 92, ramener la limitation du mandat et les élections à 2 tours, amener de nouveaux droits, parce qu'il y a de nouveaux droits aujourd'hui. Et nous, au niveau des centres, nous disons qu'il faut même passer éventuellement une 5e république avec un régime de type présidentiel comme on le fait au Bénin, au Ghana, au Nigeria, en Côte d'Ivoire, ainsi de suite. Donc ça, c'est le premier corpus. La deuxième chose qui est la plus importante, et même qui, à mon sens, est la plus importante même que les réformes constitutionnelles, c'est l'assainissement du cadre électoral. Vous pouvez avoir la limitation de mandat, vous pouvez avoir les élections à 2 tours, mais s'il n'y a pas un assainissement du cadre électoral, si nous ne prenons pas en compte tout ce qui n'a pas marché depuis, qui permettent que en réalité, quand on va aux élections, que le choix du peuple se reflète dans la décision de la CNIE, ce que la Cour constitutionnelle confirme, ben en réalité, on n'aurait rien fait. Donc, nous disons qu'il faut assainir le code électoral. Et le troisième point? Et le troisième point, c'est qu'il faut sortir complètement de la personnalisation du débat. La présentation, non, la candidature ou non de M. Faure Gnassingbé aux élections de 2020 doit éventuellement, je répète encore, éventuellement faire l'objet d'un accord politique séparé. C'est-à-dire que, occupons-nous des questions de réforme constitutionnelle, occupons-nous de l'amélioration du cadre électoral, et si nous devons éventuellement parler de la candidature au nom de M. Faure Gnassingbé, qu'on puisse en parler après avoir garanti ces 2 premières choses. Et si jamais lui et son parti ne souhaitent pas en parler? Mais tant mieux. Moi, je dis aujourd'hui, et je le dirai toujours, que le meilleur candidat de l'opposition en 2020, c'est M. Faure Gnassingbé, parce qu'il aurait eu 3 mandats. Lui-même, il a reconnu en décembre, il sait que la pauvreté n'a pas suffisamment reculé, même comme il l'aurait souhaité. Et donc, quand vous allez à l'intérieur du pays, ou bien à Lomé, vous savez que beaucoup de personnes souffrent dans ce pays, souffrent pour trouver de l'emploi, souffrent pour faire les 3 repas par jour, souffrent pour se faire soigner. Et donc, normalement, l'opposition devait, nous, au niveau de l'opposition, devons surfer sur ce mal-être-là de la population, tout en garantissant, c'est pour ça que je dis que l'amélioration du cadre électoral est très importante, tout en garantissant, tout en mettant les garde-fous derrière pour que cette population frustrée, fatiguée, énervée, puisse
compter sur nous, acteurs politiques, pour garantir son choix politique. Ça fait maintenant depuis 2005 qu'on n'a plus les histoires de urnes brûlées, attaquées, tout ça. Depuis 2007, on fait des élections qui, sur papier, semblent correctes. Maintenant, c'est à nous de nous organiser pour avoir, hypothèse numéro 1, une victoire claire avec des éléments palpables, ou au mieux, avoir les moyens de prouver qu'on nous a volé. Parce que ce qui est quand même assez scandaleux et assez beaucoup plus grave, c'est que toutes les années, on fait les élections au Togo, l'opposition crie aux fraudes, et on dit, écoutez, montrez-nous les fraudes, et puis les gens vous disent, de toute façon, s'il n'a pas fraudé, il ne peut pas gagner. Et l'opposition vous dira que leur matériel de décompte et autres ordinateurs sont confisqués. Non, d'abord, c'est qu'en 2010, quand il y a une confiscation, c'était après, bien entendu, les délais constitutionnels pour les recours. Donc, à partir de là, c'est que si vous décidez de ne pas faire de recours, tout résultat que vous aurez compilé pour pouvoir montrer les fraudes complètement, les délais seront forclos. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'en 2010, il y avait suffisamment de candidats qui, pour beaucoup, sont aujourd'hui ensemble dans la C14 pour s'appuyer sur les PV d'autres formations pour prouver les fraudes. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de fraude, mais je dis que toutes les années, nous devons apprendre de nos erreurs passées et mieux s'organiser, mieux soutenir, mieux anticiper pour être en mesure, quand le moment arrive, de hypothèse numéro 1 gagner, hypothèse numéro 2, si on nous triche, au moins pouvoir aujourd'hui à l'ère des réseaux sociaux, avec Internet et tout ça, qu'on puisse prouver avec les résultats réels, PV par PV, de bureau de vote par bureau de vote, de CELI par CELI, que voilà, en réalité, dans tel CELI, voilà nos résultats, avec la compilation de nos CELI et des PV, de nos délégués et éventuellement des membres de bureau de vote, et voilà les résultats produits par la CELI. En ce moment-là, on a quand même une situation beaucoup plus claire qui montre en réalité les fraudes. Mais si on se contente uniquement de créer aux fraudes, on a l'impression parfois que nous sommes complices avec ceux que nous accusons justement de frauder. Alors avant de donner la parole aux auditeurs, pourquoi cet argumentaire n'arrive pas à convaincre? Vous-même, vous l'avez dit, vous êtes constamment accusé de béquille du pouvoir. À votre avis, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas compris? Non, parce que vous savez, nous avons au Togo le chic de développer des extrémismes. Il faut avoir le courage de le dire. Et il y a les extrémismes des deux côtés. Il y a des extrémismes au niveau de la coalition des 14 partis. Quand en septembre, octobre, les gens disaient, écoutez, on veut le départ immédiat de Faure Gnassingbé, et que nous, à l'époque encore, nous étions les quelques rares à dire non, écoutez, vous ne pouvez pas, sur un mandat régulier, reconnu par les instances nationales, reconnu par tous les acteurs même de l'opposition à l'époque, parce que au lendemain des élections de 2015 où nous avons été candidats, tous les candidats, même si certains l'ont fait sur le bout des lèvres, ont fini par reconnaître M. Faure Gnassingbé comme président du Togo. dont certains ont écrit même des courriers à l'endroit du chef de l'État en le nommant pompeusement Monsieur le Président de la République. Donc il n'y a pas une remise en cause de la légitimité et encore moins de la légalité. C'est aussi un autre débat. Là aussi c'est un autre débat. Donc du coup, quand on parle de ces trucs qui sont extrêmes, c'est de retour à la Constitution de 92, pour laquelle nous n'avons pas sur le fond une opposition particulière, mais c'est les mécanismes de son retour qui nous posaient des problèmes. Mais si nous sommes dans des positions dogmatiques dans ce pays, on dit que ce que nous disons là c'est ça, tout autre avis divergent, alter et autre qu'une sorte de pensée dominante au niveau de l'opposition est considérée comme une hérésie intellectuelle qu'il faut combattre avec toute l'énergie. Et aujourd'hui, notre combat, justement, au niveau des groupes de centristes, comme au niveau du net, c'est justement éviter à la société togolaise la dictature de la pensée unique, qu'elle vienne du parti au pouvoir ou de l'opposition. Nous ne pouvons pas, après s'être battus dans ce pays pour la liberté d'opinion, pour la liberté politique, pour la liberté de presse, retomber dans des travers où certaines personnes décident qu'ils ont à elles seules le monopole de la pensée au niveau de l'opposition. Ça, c'est inadmissible et intolérable. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nous allons prendre un premier auditeur en ligne. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour. Monsieur Amouzouvi? Non, non. On vous appelle comment? Max depuis Adido Gomé. Voilà, Max Adido Gomé. Allez-y, nous vous écoutons, Max. À votre avis, quelle troisième voie saura se montrer crédible? Veuillez baisser un peu le volume de votre radio. Bon. Excusez-moi. Que Giroud vienne remplacer le professeur Debache. Max. Oui. À votre avis, quelle troisième voie saura se montrer crédible?
Oui, c'est ce que je suis en train de vous dire. Ah non, c'est pas la réponse à ma question. Hein. Vous Allô? êtes là, oui, Max. Oui. S'il vous plaît, baissez le volume de votre radio. Alors, ce n'est toujours pas bon. On va être obligé de vous interrompre, hein, Max. Vous êtes là? Oui. Alors, maintenant, à votre avis, quelle est cette troisième voie qui, pour vous, sera assez crédible pour que vous preniez en compte sa position? Bon, vous ne voulez pas prendre en compte ce que je dis. Ah non, c'est pas vrai. Là, vous alliez dans un autre sens. Moi, je souhaiterais que vous nous apportiez votre contribution sur la question du jour. Bon, contrairement à ce que M. Thierry dit, un mandat est un mandat, hein, qu'on soit élu ou acheté, parce que je voulais introduire le cas d'Izou. Parce que le tout est une question de conscience. Soit on a une conscience qui est vivante, ou bien on a une conscience qui est morte. Est-ce que pour vous, cela veut dire qu'il n'y ait même plus besoin d'une troisième voie? Bon, quelle troisième voie? Parce que pour moi, les centristes ont leur vue de la chose. Et votre vue? La solution la plus simple, pour moi, c'est comme le dit effectivement les centristes, qu'on revoit le cadre électoral, mais que l'élection soit organisée non pas par notre CENI, mais par un organisme international, l'ONU ou bien la CEDEAO. Bien, nous vous disons merci. Merci Max depuis Adidogomé d'avoir partagé votre point de vue avec nous sur le dernier aspect de son intervention. Il rejoint un peu l'APED qui propose que les élections soient organisées non pas par la CENI mais par une instance internationale crédible. Que pensez-vous de cette proposition? Écoutez, nous avons organisé des élections dans ce pays qui sont observées, chapeautées par des organisations internationales. Et là, on ne parle plus d'observation, mais d'organisation. Et sur ce point, on pourrait dire que votre avis pourrait ne pas être impartial parce que votre parti est déjà représenté à la CENI actuelle. Non, nous n'avons jamais fait de notre présence à la CENI une question non discutable. On y a été parce qu'on a suivi un processus que tous les partis ont toujours respecté toutes les années. Donc sur la proposition, il y a une instance internationale qui organise. Qu'on mette une instance internationale, qu'on ne mette pas une instance internationale. Le gros problème que nous avons au Togo, c'est le respect de nos tests. On a un bon code électoral, il faut juste le respecter. Donc, s'il y a possibilité de faire venir une instance internationale, ben moi ça me gêne pas du tout. Mais là où nous identifions les goulots d'étranglement sur la transparence du scrutin n'est pas forcément lié à ceux qui vont organiser cette élection-là, mais c'est dans les bureaux de vote. Ce qui se passe dans les bureaux de vote, c'est tout. Un autre auditeur en ligne, allô? Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Maglo, comment allez-vous? Ça va très bien. Alors, à votre avis, est-ce qu'on a besoin d'une troisième voie? Et oui, avant d'y arriver, j'allais dire quelque chose à monsieur Géry. Ah non, monsieur Maglo. Oui, pour éviter les malentendus, j'aimerais bien. Ah non, j'aimerais bien. Avec la question. Je n'en disconviens pas, mais j'aimerais bien que vous partagiez votre position sans toutefois vous adresser directement à monsieur Tama. Oui. Donc dites-nous le fond de votre pensée. Vous allez suivre ce que je vais dire. Allez-y. Monsieur Tama, dans ses propos, souvent dit que c'est l'impréparation de l'opposition qui fait souvent son échec. Il vient encore de le répéter en télégramme en disant que lorsqu'on aura des représentants de l'opposition bien placés dans les bureaux, et je crois que le candidat actuel, c'est un candidat qu'on peut battre facilement. Je voudrais dire qu'ils ont été toujours battables. Quelle préparation l'opposition peut faire? L'opposition peut mettre 1000 représentants. Lorsqu'on les menace avec les armes, lorsqu'on les chasse à coups de crosse, ce n'est pas possible. Bon, je reviens à la question. Une troisième voie, c'est impossible parce que les points de vue sont diamétralement opposés. Nous avons au fait tout ce qu'on fait actuellement, on tourne autour du pot, il n'y a qu'une seule question. C'est le départ du chef de l'État qui est à la base. Lui-même, il le sait. S'il quitte, le problème est résolu. Ça, on le sait. C'est du gaspillage, du gâchis, tout ce qu'on fait actuellement. Merci. Et ce qu'il doit faire, c'est de passer un jour à l'antenne, à la radio, à la télévision pour lui, voilà, et compte tenu de ceci ou cela, et ça va, ça suffit. Il sortira même
très grandi. Une troisième voie, tout récemment, on entendait parler des centristes et tout cela. Non, on sait, nous connaissons leur position. Merci. Ça ne servira à rien. Nous vous disons merci, Monsieur Maglo, d'avoir participé à ce débat. Passez une bonne journée. Alors, il pose une question en ce qui concerne l'organisation des élections. Il dit que même avec la meilleure des préparations, sous la menace des armes, l'opposition ne pourra pas grand-chose. Non, mais je l'ai dit dans mon intervention, hypothèse numéro 1, l'opposition gagne. Hypothèse numéro 2, l'opposition prouve qu'elle a été fraude, qu'elle a été volée. C'est ce que nous disons. C'est-à-dire qu'en réalité, que ce soit les 3 dernières élections majeures, bien les 4 dernières qu'on a fait, 2007, 2010, 2013, 2015, il n'y a pas eu de menace, quoi que ce soit. Les forces de sécurité qui ont été mises en place, que ce soit le FOSEL ou bien le FOSEP, ont fait très bien leur boulot. Il n'y a pas eu de menace contre un délégué ou bien un représentant de l'opposition dans aucun bureau. Ce que nous disons, c'est que si ils sont battables, il faut être en mesure aujourd'hui soit de les battre ou bien d'amener les preuves tangible qu'il y a eu réellement des fraudes. C'est ce que nous n'arrivons pas à prouver. Aujourd'hui, même des organisations de la société civile sont empêchées d'organiser des conférences de presse. Si éventuellement il y a élection et fraude, est-ce que ceux qui estimeront qu'ils ont été lésés auront la possibilité de s'adresser aux médias? Non, aujourd'hui, ce qui se passait est particulièrement inquiétant. Quand je vois le traitement qui a été réservé à la conférence de presse de la PET, je me demande est-ce que nous sommes en train de faire comme le général Deyadema disait, un retour 100 ans en arrière. La liberté d'expression, d'opinion est quelque chose qui est consacré. Au Togo, nous sommes encore sur régi par la loi de 1901 en ce qui concerne les associations. Donc, une association, dès qu'ils ont un règlement intérieur et des statuts, n'a pas forcément même besoin de se faire enregistrer. Parce que c'est quand ils veulent avoir la personne morale qu'ils vont s'enregistrer. Du moment où ils sont organisés et qu'ils veulent rencontrer la presse, c'est la première fois que j'entends dans notre pays que, des gens qui veulent faire une conférence de presse, un individu particulier peut se lever un matin et convoquer la presse pour faire une réunion. Et en l'espèce, même la loi portant organisation des manifestations publiques est très claire. Quand une réunion, qu'elle soit dans un lieu public ou privé, mais du moment où elle concerne une catégorie de personnes particulières, du moment où elle n'est pas publique, c'est-à-dire qu'elle n'est pas ouverte à tout le monde, devient comme une réunion privée, et en ce moment-là ne nécessite aucune information au niveau de l'autorité. Donc il y a des choses, mais ne confondons pas les situations. Ce qui se passe ces derniers temps, j'ai l'impression que l'autorité a un peu durci le ton. Mais ça ne s'est pas passé ni en 2007, ni en 2010, ni en 2013, ni en 2015. Donc, voilà, on espère que c'est une mauvaise passe et qu'on va revenir à la normale. Mais il n'en reste pas moins que quand on se base sur ce qui s'est passé dans ce pays, notre difficulté, nous, au niveau de l'opposition, c'est de ne pas justement apporter ces preuves pour pouvoir confondre en réalité ceux d'en face, parce que finalement ça donne l'impression qu'on fait des élucubrations et que en réalité on a perdu et ça c'est pas bien. Mais est-ce que le gouvernement n'est pas en train de donner des arguments supplémentaires à ceux qui ont toujours dit que nous étions dans une dictature? Maintenant, c'est ce que je dis. On ne comprend. Et puis même, il y a une chose quand même bizarre. C'est-à-dire, le week-end dernier, il y a eu 3 meetings de l'opposition dans plusieurs quartiers de Lomé, sans aucun problème, mais avec même la protection des forces de l'ordre. Et vous savez très bien qu'au meeting de l'opposition, le ton est souvent très très cru et très dur. Donc comment est-ce que, alors que les 3 avocats dont on parle ne sont pas pourtant réputés pour leur dureté d'abord vis-à-vis du système et leur capacité de nuisance en dehors des propositions qu'ils font. Est-ce que ces 3-là ont une certaine crédibilité pour faire des propositions qu'on peut prendre en compte? Maintenant aujourd'hui tout le monde peut faire des propositions, mais quand vous prenez même ces derniers temps, ces 3-là ont régulièrement même eu maille à partir avec une certaine partie de l'opposition réunie, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, toute proposition qui ne va pas dans le sens des 2 blocs majoritaires est considérée comme une hérésie intellectuelle. Donc, moi j'ai été plus particulièrement surpris par cette interdiction d'une conférence de presse. Je pense que c'est l'une des rares fois où on interdit une conférence de presse. Et pour ce que j'ai pu comprendre, même il paraît que les ministres après ont déclaré même que c'était pas normal que ça se fasse ainsi. Donc c'est une bizarrerie, j'appelle ça comme ça. Nous allons prendre un autre auditeur en ligne, le 91 09 71 71. Allô? Allô. Bonjour madame, ici, comment allez-vous? Ça va. À votre avis, est-ce qu'on a besoin d'une 3e voie et quelle sera sa crédibilité? Oui,
on a besoin d'une troisième voie. Laquelle? Alors qu'on n'a jamais fait de guerre dans ce pays avec tous les accords, depuis Colmar, plein de dialogues, tout le reste. On a besoin d'une troisième voie. Laquelle? Et j'ai toujours proposé une plateforme, qu'on nous crée une plateforme pour que les Togolais déposent les réformes qu'ils veulent depuis tant d'années pour avancer. Et qu'on instaure une gouvernance alternative. C'est-à-dire de 2 ans. Une gouvernance, c'est-à-dire de 2 ans maximum pour chaque région du pays. Un peu comme la Suisse. C'est-à-dire la région maritime gouverne 2 ans à son président et tout son staff pour 2 ans. La région des plateaux pour 2 ans et tout le reste. On nous laisse cette histoire d'élection où le régime l'a toujours organisé en solo et en catimini. Nous vous disons merci. A toujours proclamé. Non, je voudrais demander une question maintenant à M. Diri. Allez-y. En son âme et le net, pas M. Diri, mais le net. En âme et conscience du net, est-ce que le mandat de ce régime n'est pas fini, terminé depuis 2015, malgré que les mandats ne soient pas limités comme aux États-Unis? Est-ce que leur mandat n'est pas fini en 2015 pour qu'ils nous brutalisent encore 3 ans après et tout le reste? Merci. Et nous vous disons comment merci. qui s'est présenté à une présidentielle en 2015 alors qu'il n'a jamais fait de législative? Pourquoi le net devrait se présenter à une présidentielle? Est-ce que je pourrais le faire moi, là où je suis là? Nous vous disons merci, Madame Essi, d'avoir participé à ce débat. Monsieur Tama vous répondra dans quelques instants sur la page Facebook de Nana FM. Gaëtan Ajavon dit, quelle troisième voie? Pour nous dire quoi encore? Doit-on chercher une autre réponse à un problème dont on connaît déjà la réponse, qui est et demeure le départ pur et simple de Faure Gnassingbé en 2020? Kossi Thomas Eddy dit que la troisième voie a déjà parlé et a donné son point de vue pour la résolution de la crise. Cette troisième voie pour Kossi Thomas Eddy, c'est l'Église catholique, mais le gouvernement les a traités d'opposants car leur proposition était vraiment crédible. Un autre auditeur en ligne, allô? Allô? Bonjour, Monsieur Kokou. Bonjour, Monsieur Afanou. Comment allez-vous? Ça va très bien. Allez-y, nous vous écoutons depuis Agoué. Non, cette troisième voie que nous cherchons, on l'a eu depuis. C'est laquelle? À travers la CVJL, les recommandations de la CVJL, on n'a pas voulu les mettre en application. Et maintenant, la troisième voie on attend maintenant, c'est la commission de la CEDEAO et les facilitateurs. Ça, on ne peut plus dire autre chose. Maintenant, il reste au peuple togolais de prier pour voir ce que la CEDEAO va sortir pour que ça soit en faveur du peuple. Ce que nous cherchons. Mais moi, je voudrais poser une question à M. Djeli Kaman. Allez-y. Ils ont dit chaque temps, quand le président dit qu'on doit faire les élections dans les délais légaux, eux aussi, ils ont dit qu'on doit faire les élections. Je voudrais lui demander, en tant que président d'un parti et ayant son représentant à la CENI, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, ayant participé à une législation, à l'élection législative passée, au jour d'aujourd'hui, est-ce qu'on est encore dans les délais légaux ou bien on a déjà dépassé? Il faut qu'il me réponde. Merci beaucoup. Nous vous disons merci, Monsieur Kokou. Passez une excellente journée. Nous avons encore la possibilité de prendre un auditeur en ligne. En attendant, sur la page Facebook de Nana FM, Jean-Louis Edem rejoint un peu Monsieur Kokou. Il écrit, nous attendons seulement la décision de la CEDEAO et le peuple même va trancher. Un autre auditeur en ligne. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Ça peut aller, c'est M. Komi depuis Adidogomé. Monsieur Komi depuis Adidogomé. Votre téléphone, la qualité de la liaison est assez bonne, hein, cela me surprend un peu. Allez-y, nous vous écoutons. Oui, j'aimerais dire une troisième solution, ça dépendra du peuple. C'est le peuple togolais qui dira ce qu'il veut. Maintenant, à ce qui me concerne, j'aimerais demander à notre invité si on laisse une partie gouverner le pays pendant 13 ans, sans alternance, et on nous dit qu'on donne des propositions. Est-ce que la partie n'a pas laissé les autres intervenir pour qu'on puisse choisir entre les deux? Comment ce choix-là va se faire pour qu'on nous parle de troisième position? Est-ce que entre le mensonge et la vérité, est-ce qu'il y a un milieu? Entre la femme et l'homme, est-ce qu'il y a un milieu? Entre la nuit et le jour, est-ce qu'il y a un milieu? Mais c'est minuit. L'autre à prendre ou bien c'est l'autre? Quand il parle d'une question d'élection, si moi je le poursuis dans ce sens, et que lors de l'élection, on revient, c'est lui qui gagne. Et lorsqu'il veut savourer de sa victoire, l'armée prend cette victoire-là.
il va me ramener ma victoire. Comment? Parce que dans ce pays, on a proclamé les résultats avec ces CENI. On a confisqué les résultats des autres compatriotes. C'est de la sorte là, moi, je vois la chose. Donc, la troisième solution, pour moi, c'est que le peuple togolais lui-même se confie à Dieu et dit ce qu'il pense de lui-même. Le président même avait dit dans les chancelleries que pour une bonne démocratie dans la sous-région, il faut limiter les mandats à 2 à 3. Est-ce qu'il n'a pas déjà fait 2, 3? Quand les autres lui disent d'aller à 4, 5, c'est à lui de se dire, je suis togolais, je veux voir les autres aussi gouverner pour pouvoir comparer. Nous vous disons merci, Komi, d'avoir participé à ce débat. Passez une excellente journée. Ben Sika dit également qu'il attend les recommandations de la CEDEAO. Et Pascal T dit une troisième voie, oui. Le peuple a été clair dans ses revendications. Référence, sondage Afro-Baromètre. Tout le monde est fatigué. Alors, Madame Essi propose une gouvernance par alternance. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, dans la situation, nous sommes, toutes les possibilités peuvent être les bienvenues. Chacun peut faire sa proposition. Maintenant, le truc, c'est que nous sommes dans un état de droit qui est régi par les lois togolaises. Donc, est-ce qu'on devrait faire une loi dans ce sens? Parce qu'on sait que l'aspect ethnique aussi a été à un moment donné assez mis en avant. Dans une république, pour faire les lois, il y a des conditions qu'il faut remplir. Une fois que... Moi, je n'aime pas trop commenter ce qu'on ne peut pas faire pour le moment. C'est-à-dire que pour le moment, nous avons une constitution, celle de 92, qui a été modifiée en 2002, que nous voulons aujourd'hui remodifier pour coller beaucoup plus aux standards internationaux. Maintenant, oui, faire une gouvernance rotative, comme on le fait en Suisse, pourquoi pas? Encore faudrait-il que nous puissions avoir le corpus juridique pour pouvoir le faire. Alors, madame, si vous demandez également si l'actuel régime n'a pas fini son mandat en 2015. Mais écoutez, nous revenons toujours à cette question d'état de droit. En 2015, il y a eu des élections, il y a un parti politique UNIR avec à sa tête M. Fogne Singbe qui a gagné les élections. On peut décider de dire on ne reconnaît pas machin truc, mais c'est qu'à la fin de la journée, c'est que c'est lui qui est le président de la République. Kokou, depuis Agouadi. Oui, mais la dame a posé une question que vous avez sautée. Dit, oui, pourquoi est-ce que vous avez eu le droit d'aller aux élections en 2015 alors que vous n'aviez pas... D'abord, c'est que ce Trump a été aux élections de 2013 législatives, et s'il n'y avait pas cette histoire de découpage électoral, aujourd'hui, le nombre de voix que le net a eu dans certaines préfectures est supérieur à ce que certains députés qui sont à l'Assemblée aujourd'hui ont. Mais ça fait partie des aberrations de notre découpage électoral et nous proposons de toute façon de le modifier. Mais sur le fond, il n'y a rien qui empêche n'importe quel citoyen de se présenter à une élection présidentielle. Il y a des conditions qui sont là, mais ces conditions-là ne demandent pas qu'on ait déjà fait une élection législative. Monsieur Kokou, depuis Agoué, dit que la CVGR a été une troisième voie. Il attend maintenant la CEDEAO et il vous a posé une question sur les délais légaux. Oui, mais d'abord, quand j'entends les gens parler de la CEDEAO, je souris un peu parce que vous savez, le 5 octobre 2017, la CEDEAO, avec le bureau ouest africain de l'ONU et l'Union africaine, ont envoyé un courrier au gouvernement togolais l'enjoignant d'organiser un référendum dans les plus brefs délais. Oui, mais ce courrier ou communiqué n'était pas signé. Non, mais il se retrouvait sur le site internet de la CEDEAO. Mais généralement, ce genre de communiqué devrait être daté et signé. Non, je dis qu'il n'y a pas eu, personne n'a remis en cause ce courrier-là. François Compatible du parti a dit, non, je dis des instances, a déclaré que c'était du faux parce qu'eux, ils ont eu à mener leurs enquêtes. Non, je veux dire, les instances, en règle générale, vous savez comment fonctionnent les institutions internationales. Quand il y a un fake news qui les concerne, assez rapidement, il corrige. Donc, ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, nous attendons la CEDEAO, mais nous ne nous retrouvons pas dans une situation où demain, la CEDEAO fera encore des recommandations et on va dire que la CEDEAO est contre le peuple togolais, comme on l'a vu avec le groupe des 5, comme on l'a vu régulièrement. Chaque fois que des gens font des propositions qui ne vont pas dans le sens de ce que certaines personnes pensent. Il faut, je pense, faire preuve d'une certaine souplesse aussi au niveau des positions. Mais les délais légaux. La question des délais légaux, par rapport à quoi je il vous a dit qu'en 2013, par rapport aux élections, on était déjà... Non, aujourd'hui, il y a une bonne disposition qui permet de dire les députés et le président de la République restent en poste jusqu'à leur remplacement. Donc, à partir de là, on n'a pas de délai coercitif, mais n'empêche pas qu'on ne peut pas se permettre d'accorder 2, 3, 4 ans de plus. Donc il va falloir organiser les élections dans les meilleurs délais pour pouvoir garantir leur transparence. J'aimerais quand même préciser aux gens que je n'ai jamais dit qu'il faut aller aux élections
tout de suite sans faire l'amélioration du cadre électoral. Il est très important qu'on voit ce qui n'a pas marché depuis et ensuite aller aux élections parce que de toute façon en démocratie c'est l'élection qui sépare les protagonistes. En 10 secondes, votre mot conclusif, comme il dit qu'il faut s'en remettre à Dieu et Faure Gnassingbé doit prendre une décision en son âme et conscience. Je le dis, M. Faure Gnassingbé peut décider de partir, on applaudira, mais s'il décide de ne pas partir, il faut que nous aujourd'hui au niveau de l'opposition, on s'organise pour le battre d'abord aux élections législatives de 2018 et aux élections présidentielles de 2020. Il n'y a pas autre chose à chercher. Merci Jerry Tama d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le président du NET. Ce débat ainsi s'achève. Nestor Glo était à la mise en onde. Je m'appelle Antoine Afanou. Merci à vous qui nous avez suivis. On vous donne rendez-vous lundi matin dès 7h15 pour un nouveau débat. Très bon week-end à vous.